Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. On va laisser encore une petite minute tant que tout le monde puisse avoir le temps de se connecter. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous, tout le monde. Merci d'être présent. Merci d'accorder du temps à notre webinaire. Je suis accompagné aujourd'hui je suis accompagné de Dylan Lopez et de Clément Julio qui vont se présenter mutuellement, tous deux consultants au sein d'Upperlink. Euh, on va aborder tout ce qui est sujet gouvernance, protection et conformité des données. Dylan et Clément prendront la parole. On va vous présenter rapidement Upperlink et le groupe inhérent, puis après on partira directement sur tous les sujets. Dylan, je t'invite à partager le support et on va pouvoir commencer. Vous voyez pas mon écran? Sache... Si on le voit. Ah oui, non, c'est moi qui étais sur... Mais à culpa, j'étais sur le mauvais affichage. Avant de commencer, pour information, vous aurez accès au lien de la vidéo 7 jours après la date de diffusion pour que vous puissiez la regarder ou la partager. Un questionnaire vous sera également demandé à compléter à la fin du webinaire pour avoir un retour. Le questionnaire durera moins d'une minute. Euh, je vous laisse vous présenter rapidement, messieurs, puis après on attaque directement. Yes. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Diane Lopez. Je suis consultant 365 au sein du Perlink. Donc, grosso modo, je vais m'occuper de tout ce qui va être configuration, sécurisation des environnements Microsoft sur un peu toutes les briques qui vont nous mettre à disposition, l'identité, les appareils, les données, le SIEM, etc., etc. Donc, voilà, un peu touche à tout sur l'environnement Microsoft. Et moi, donc bonjour à tous, Clément Joliot, donc je suis consultant GRC, donc gouvernance, risque, conformité et RSSI externalisé donc chez Upperlink. Et mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos clients pour définir leur politique de sécurité de l'information et ensuite mettre en œuvre cette politique. Et donc, ça passe par la sécurité des informations, la sécurité des données, donc, qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Merci, messieurs. Rapidement, alors beaucoup de participants de nos webinaires aujourd'hui nous connaissent. On va s'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore. Vous présenter l'univers d'Upperlink et particulièrement du groupe inhérent parce qu'aujourd'hui, Upperlink est une BU à part entière du groupe inhérent. Le groupe inhérent aujourd'hui, c'est en chiffres 1200 collaborateurs, 360 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et 14 data centers euh, que nous proposons et que nous mettons à disposition de nos clients et de nos partenaires. Le groupe inhérent, c'est 3 marques fortes. Alors là, on va commencer de la droite vers la gauche. La première marque, c'est la marque d'Event. Alors, la grosse marque et la grosse BU et donc Adista, qui est donc le premier opérateur de cloud B2B alternatif. Donc, c'est un gros acteur concurrent aujourd'hui de Microsoft Business, SFR Business, autour donc tout ce qui est de sujets telco, opérateurs d'hébergement, certifié HDS. On est également présent sur tout ce qui est sujet téléphonie. Donc, Adista est aujourd'hui bien implanté sur le marché français.
On est accompagné aujourd'hui par une autre société qui est Devensys, qui est donc spécialisée dans la cybersécurité, donc tout ce qui est sujet de sécurité offensif et défensif. On propose tout ce qui est pentest, CertVoc, accès aujourd'hui à une offre capable de proposer du SOC en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est des sujets qui euh, euh, peuvent être proposés si jamais vous êtes intéressé. Et on va s'attarder aujourd'hui sur la troisième BU qui est la nôtre, qui est Upperlink, qui est spécialisée aujourd'hui, Upperlink, dans tout ce qui est Microsoft, en tant que Microsoft Partner. Ça fait 15 ans qu'on existe, à peu près 100 collaborateurs aujourd'hui en 2026, 27 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il y a aujourd'hui 700 clients, PME, ETI, grands comptes, privés comme publics, qui nous font confiance autour de nos divers engagements. Alors, il faut savoir qu'Upperlink, donc ça fait entre 15 et 20 ans maintenant qu'on est Microsoft Partner. On a connu toutes les certifications que proposait Microsoft. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est donc, Solution Partner. On est certifié Solution Partner. On est également certifié Support Premium et CSP Tier 1 sur la vente des licences. Donc, tout ça proposé et mixé nous fait d'Upperlink un acteur fort et majeur en tant que Microsoft Partner sur le territoire français. Tu peux y aller. Merci, Dia. Rapidement, pour vous présenter notre expertise, autre que sur les sujets licence, on est capable de vous accompagner sur l'intégration, le déploiement et l'infogérance de votre environnement M365 et de briques bien particulières qui font notre force, à savoir les 6 briques que vous voyez là, qui sont donc la partie Modern Workplace, Data IA, Digital et App Innovation, tout ce qui est infrastructure avec Microsoft Azure. On va également sécuriser et vous accompagner dans l'amélioration de la sécurisation de votre tenant et de votre environnement. On peut, grâce à une force majeure au sein de notre structure, vous accompagner dans le développement d'applicatifs sur votre environnement M365. Donc, comme je vous l'ai dit, on est certifié par Microsoft en tant que solution partner, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer diverses offres exclusives qu'on peut voir dans la slide suivante. Dylan. Ouais, qui est juste ici, qui vous permet en fait à la fois de vous proposer des offres en tant que autour de toutes les compétences Microsoft qui peuvent être proposées. On a la possibilité, de par notre partenariat, de vous proposer des programmes Microsoft et donc vous proposer un accès à certains financements capables de lever des projets autour de différentes technologies. Tous ces sujets-là seront à discuter avec le commercial rattaché pour qu'on puisse découvrir les financements qui vous sont accessibles. De par l'outil FinOps que nous proposons, on peut améliorer votre visibilité et votre gestion de votre environnement Azure. Via la gestion de vos licences, nous mettons en accès directement un portail CSP capable d'avoir une visibilité, une meilleure gestion de votre parc licence, des dates de renouvellement de licence, de la gestion de vos factures. Tous ces services-là sont des services exclusifs que l'on a su créer et améliorer au fil de notre expertise durant toutes ces années, et ce qui fait de Upperlink aujourd'hui une BU à part entière du groupe Inheron qui est Microsoft Partner bien engagé et bien en place sur le territoire français. Je laisse la main du coup à mes collègues qui vont aborder les sujets du jour. Merci, Victor pour cette intro. Donc effectivement, on va commencer par parler de gouvernance de l'information. La gouvernance de l'information, c'est le fondement de tout le reste. Avant de configurer quoi que ce soit dans Purview, il faut répondre à une question simple mais qui est souvent négligée, c'est qu'est-ce qui mérite d'être protégé et pourquoi on doit le protéger. Et ensuite, on passera sur le côté un peu plus technique. Alors pourquoi classifier l'information ? Tout simplement parce qu'on protège efficacement que ce qu'on a identifié et qualifié. C'est un principe vraiment fondamental en sécurité de l'information. Si vous ne savez pas
où se trouvent vos données sensibles, ni ce qu'elles contiennent, vous ne pouvez pas les protéger correctement. Et donc, c'est pour cette raison que cette partie classification de l'information est super importante. Il y a 3 raisons principales pour classifier l'information. La première, c'est la maîtrise du risque. Donc, classifier, c'est prioriser. Tout ne mérite pas le même niveau de protection. L'idée, c'est de concentrer les efforts là où l'impact d'une fuite de données serait le plus fort, ou d'une perte de données serait le plus fort. Deuxièmement, c'est la conformité réglementaire. Le RGPD nous impose de savoir où sont nos données personnelles, les données à caractère personnel. Et si on prend l'exemple également de l'ISO 27001, un référentiel que nous, on suit chez Upperlink, il exige explicitement dans ces mesures une classification et un étiquetage de l'information. Et puis, troisièmement, l'idée, c'est la responsabilisation. Quand chacun sait ce que signifie, qu'est-ce que c'est une information confidentielle, s'il sait comment la manipuler, on crée un langage qui va être commun pour l'organisation et ça peut être que bénéfique. La démarche que nous, on met en œuvre, elle suit 5 étapes. La première étape, c'est le recensement. L'idée, c'est de cartographier les actifs informationnels, donc quels sont les types de données, où est-ce que ces données sont stockées, est-ce que c'est dans SharePoint, est-ce que c'est dans des boîtes mail, est-ce que c'est dans des applications métiers. C'est l'étape la plus révélatrice souvent, puisque beaucoup d'organisations découvrent à ce moment-là des données dont elles ignorent l'existence ou qu'elles minimisaient. L'étape 2, c'est l'évaluation. Lors de l'évaluation, on va qualifier la sensibilité de chaque type d'information selon des critères objectifs. Donc, on va revenir à la diapo suivante sur ces critères qui sont la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. L'étape 3, c'est la hiérarchisation. C'est à ce niveau qu'on va définir les niveaux de classification. Typiquement, on va avoir des niveaux publics, des niveaux confidentiels. C'est à ce moment-là qu'on va définir nos échelles de classification et qu'on va choisir comment les appliquer à quel type de données. Ensuite, on passe à l'étape 4, qui est l'étape de protection. Et là, on va définir les règles concrètes pour chaque niveau de classification. Et dans ces règles, c'est qui peut accéder à quoi, qui peut transférer le document en externe, est-ce que l'information doit être chiffrée ou pas, en repos, au repos, en transit, etc. Donc toutes ces règles, on les définit à ce niveau-là. Et la dernière étape de la gouvernance, en tout cas, c'est la formalisation. L'idée, c'est de tout coucher sur le papier dans une politique de classification. Et on va former aussi les utilisateurs, puisqu'une politique que personne ne connaît ne sert à rien. Donc les critères DIC dont je parlais précédemment, donc c'est la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, ils vont être utiles pour qualifier la sensibilité d'une information de manière la plus objective possible. La disponibilité, c'est savoir est-ce que l'information, elle est accessible au bon moment par les bonnes personnes, si elle disparaît ou si elle est inaccessible, quel va être l'impact sur l'activité. Donc c'est ces questions qu'il faut se poser là pour définir le besoin en matière de disponibilité. Au niveau de l'intégrité, on va chercher à savoir si l'information doit être exacte, complète, non altérée, en tout temps. Par exemple, des données financières, des données médicales, l'altération, même mineure, de ce type de données peut avoir des conséquences plus ou moins graves en fonction du type de données. La confidentialité, c'est réserver l'accès aux seules personnes autorisées. C'est souvent le critère le plus intuitif et c'est celui qui va directement déterminer le niveau de l'étiquette, donc on en reparlera après, qu'on appliquera dans Purview. Voilà. Et quand on classifie ces données, on va définir des échelles de 1 à 4 ou de 1 à 5, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et ensuite, on s'en sert pour en ressortir 2 niveaux de sensibilité. Il va y avoir le premier niveau, c'est le niveau de confidentialité. C'est celui qui va nous donner
les étiquettes finalement qu'on va appliquer dans Purview, qu'on va pouvoir mettre sur les documents. Là, vous avez à l'écran un exemple d'échelle de confidentialité avec 5 niveaux, un niveau public, donc tout ce qui est public par essence, donc la divulgation n'a aucun impact. Ce qui est interne, donc un usage interne et donc qui ne doit pas être communiqué à l'extérieur si possible. Ce qui commence à être un peu plus confidentiel pour l'interne, le confidentiel externe. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut définir aussi. Et puis il y a le hautement confidentiel, où là on peut définir clairement les personnes cibles, les personnes qui ont le droit d'accéder à l'information, etc. Donc là, c'est le niveau de confidentialité. Et après, on a un niveau global de sensibilité qui est important à définir aussi, puisque la confidentialité, c'est vraiment un des 3 critères dont on a parlé précédemment. Mais il y a des autres critères qu'il faut prendre en compte, l'intégrité et la disponibilité. Et tout ça, on va définir les règles à appliquer en fonction du niveau global de sensibilité. Et les contraintes qu'on va pouvoir appliquer, ça va être concernant le stockage, ça va être concernant le partage, le transfert, la conservation, le cycle de vie, la traçabilité aussi, qui accède, quoi, comment, etc. Une fois qu'on a défini donc nos niveaux de classification, et ben à chacun de ces niveaux, on va associer des jeux de règles de protection concrètes. Et donc il y a 5 familles principales de règles. Il y a le marquage, tout ce qui est en-tête, pied de page, filigrane, c'est des choses qu'on peut utiliser pour marquer les documents à l'intérieur de documents. Ça peut être aussi donc des étiquettes Purview. Dylan détaillera ça derrière. Ça peut être dans le nom du document aussi, pour que ce soit clairement identifiable quel est le niveau de marquage et finalement quel est le niveau de sensibilité du document. Donc voilà, le marquage fait partie des 5 familles, de règles. Le chiffrement, l'idée d'utiliser le chiffrement, ça va être de permettre de protéger le contenu et de mettre des restrictions d'accès. Seules les personnes autorisées vont pouvoir ouvrir le document, par exemple, même si quelqu'un le récupère par erreur, il ne va pas pouvoir y accéder. Les règles de partage, est-ce qu'on peut envoyer le fichier en externe? Si oui, via ou vers quel type de dispositif? Est-ce qu'on peut l'imprimer? Est-ce qu'on est obligé de le chiffrer ou pas lors du transit? Donc tout ça, c'est des règles qu'il va falloir définir. Ensuite, il y a tout ce qui est prévention contre les fuites de données. Et donc là, on va définir des règles, des blocages dans certains cas, plus ou moins automatisés, si possible, le plus automatique possible, pour savoir quand une donnée sensible essaye de sortir par un canal non autorisé. Et enfin, la conservation. Donc là, on va avoir des besoins de durée de rétention en fonction de nos contraintes à nous, des contraintes légales, réglementaires aussi. Et puis, à quel moment et comment on peut détruire les informations si on a besoin de les détruire. Donc tout ça, c'est les règles qu'on va définir. Une fois qu'on a défini ces règles, eh bien, il faut transformer ces règles en règles Purview. Et donc, les niveaux de confidentialité, ça va se transformer en étiquettes de confidentialité dans Purview. Les règles de marquage, de chiffrement, ça va être les paramètres de l'étiquette. Les règles de protection contre les fuites de données, ça va être les stratégies de DLP. Et les durées de conservation, ça se fait avec les étiquettes, les stratégies de rétention. Voilà. Une fois qu'on a défini tout ça, on passe à la dernière étape. Et là, l'idée, ça va être de formaliser l'ensemble de ce qu'on a défini avant dans une politique de classification. La politique de classification, elle va contenir 5 fondamentaux. D'abord, le périmètre et les objectifs. À quelles données ça va s'appliquer? Quels sont les objectifs visés? Et ensuite, les éléments suivants sont les rôles et responsabilités. Qui est propriétaire d'une donnée dans l'organisation? C'est super important. Le RSSI, par exemple, ne peut pas être responsable de toutes les données. Les métiers doivent aussi s'impliquer. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, d'impliquer les données, et que ce n'est pas qu'un sujet informatique ou sécurité de l'information.
l'échelle de classification et les critères DIC, donc qu'on a vu précédemment. Tout ça, c'est important de les remettre dans la politique de classification, de définir finalement ce qu'on a décidé précédemment. Les règles de marquage et les niveaux de manipulation qu'on peut avoir, comment on manipule concrètement un document hautement confidentiel. Et puis, le cycle de vie. C'est super important de savoir si on peut, si on doit déclassifier, et si oui, comment on peut le faire, comment on révise la politique et comment on sensibilise les collaborateurs aussi. Donc tout ça, c'est la partie gouvernance de l'information. C'est une partie super importante et qui doit être faite en premier. Et une fois qu'on a défini toutes les règles et qu'on a défini notre politique de classification, on peut passer au déploiement technique. Et je vais laisser Dylan présenter cette partie-là. Merci Clément. Du coup, comme le disait Clément, on imagine dans les différentes étapes du projet, à ce moment-là, vous avez défini une sorte de cahier des charges avec toute la politique que vous allez vouloir mettre en place. Et notre objectif à nous va être ensuite de traduire tout ça pour l'intégrer dans l'environnement Microsoft. Il va être important de bien prendre en compte toutes les étapes qui ont été situées, car on va avoir le cas avec beaucoup d'organisations qui, lorsqu'elles vont vouloir commencer à protéger ou classifier de la donnée, par exemple, ne vont appliquer que des étiquettes de confidentialité. C'est le cas le plus commun. L'étiquette, ça reste le plus simple, entre guillemets, à déployer, mais on va être beaucoup assujetti à tout ce qui va être erreur humaine. Il suffit que l'utilisateur, par exemple, se trompe dans sa classification de la donnée, que l'utilisateur, par exemple, n'ait juste pas remarqué qu'il y ait une donnée bancaire dans un document, il va mettre ce document en public, par exemple, et on va se retrouver avec des différences et avec des fuites d'informations qui auraient pu être évitées si on avait pris en compte tout le périmètre de la donnée dès le début. C'est pour ça que une des premières choses qu'on va faire dans l'environnement Microsoft, une fois qu'on aura fait toute cette gouvernance, ça va être de mettre en place les informations sensibles, ce qu'on appelle les SIT pour Sensitive Info Type, dans l'environnement Microsoft. Les informations sensibles, grosso modo, ce sont des règles qui vont nous permettre de localiser une donnée dans l'environnement. Cette règle, elle peut être définie de plusieurs manières, que ce soit avec des mots-clés. Donc, par exemple, on veut créer une règle pour trouver toutes les marques de voitures. Donc, on va créer une règle voiture avec Renault, Peugeot, BMW, etc., etc. Donc, on va juste utiliser des mots-clés que l'on connaît. On va pouvoir utiliser des dictionnaires de mots. Donc, par exemple, typiquement, lorsqu'on va travailler dans certains milieux comme le milieu médical ou autre, eh ben, on va avoir déjà des dictionnaires préfaits avec tous les termes utilisés dans l'environnement. Bon, après, rien ne nous empêche de créer nos propres dictionnaires. Hein. L'idée, c'est un peu le même principe que des mots-clés. En général, les mots-clés, on va les faire unitairement à la main. Les dictionnaires, on va arriver sur des listes avec peut-être plus de 1000, 2000, 3000 mots. Bon, le principe reste relativement le même. On aura des regex. Pourquoi? Parce que les regex, donc, c'est des expressions régulières lorsqu'on va vouloir définir un pattern. Du coup, pour vous donner un exemple, on peut avoir des informations sensibles dans notre environnement, mais qu'on ne peut pas classer juste avec un mot, par exemple voiture BMW. Par exemple, on va prendre le côté Hyperlink. Quand vous signez un projet avec Hyperlink, vous avez un devis qui vous est envoyé, et ce devis va avoir un sigle qui va être PRJ, avec 5 numéros pas aléatoires, mais 5 numéros après. Et donc, nous, par exemple, avec la regex, on va pouvoir créer des expressions qui vont aller chercher ce pattern dans l'environnement. Donc, PRJ suivi de 5 numéros allant de 0 à 9 pour trouver donc ce pattern précisément dans l'environnement. Ensuite, on pourra faire ce qu'on appelle des classeurs à entraîner. Parce que on va pouvoir chercher des informations comme des CV. Typiquement, lorsqu'on parle de RGPD, on va avoir des CV parce qu'on a des informations confidentielles à l'intérieur. Sauf que les CV, ils vont tous avoir une forme un peu différente. Certains vont mettre CV, d'autres curriculum vitae,
certains, ils ne vont rien mettre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver tous les documents qui se rapprocheraient d'un CV, par exemple. Donc, on va pouvoir donner à Microsoft des centaines et des centaines de documents pour l'entraîner, lui dire, ça, c'est un bon document, ça, c'est un document qui est info positif, pour arriver à une étape où, en tout cas, dans notre milieu professionnel, eh bien, il sache définir qu'est-ce que un CV, qu'est-ce qui n'en est pas un. On aura ensuite tout ce qui est basé sur des empreintes. Donc, les empreintes, ça va être basé sur des modèles de fichiers. Donc, aujourd'hui, vous avez une règle au sein de l'organisation disant que tous les documents Word, par exemple, doivent respecter tel modèle, donc avec un logo, une certaine charte, etc., etc. On pourra appliquer des règles basées sur ces mêmes modèles, s'assurer que, par exemple, tous les documents répondent aux modèles créés par l'organisation. Et ensuite, on pourra utiliser des fonctions. Donc, les fonctions, ça va être des sortes de scripts qu'on va utiliser avec des langages comme du Python, par exemple, pour aller un peu plus loin que sur l'expression régulière dans la recherche d'informations, surtout quand on veut chercher une information exacte, où on veut aller être très pointu dans l'information, la donnée que l'on veut chercher. Donc, ça va être les différents modes de détection que Microsoft va nous mettre à disposition pour trouver la donnée dans notre environnement. Alors, bien sûr, cette donnée, on va pouvoir ensuite la localiser sur tout l'environnement Microsoft, donc des boîtes aux lettres, des bases Power BI, enfin des plans, des Power BI, pardon, des SharePoint, des Teams, et également sur des référentiels qu'on va appeler locaux, donc un serveur de fichiers. On va pouvoir déployer un agent pour aller chercher certaines informations sur ces différents environnements. Donc là, on va avoir par exemple des exemples d'informations sensibles. Alors, il faut savoir que Microsoft, ils vont nous en mettre à disposition dans l'environnement. Par exemple, on va retrouver tout ce qui est IBAN, termes médicaux, etc., etc. On va retrouver, je crois, à peu près 350 modèles mis à disposition par Microsoft qui vont déjà nous permettre de faire un certain nombre de choses. Et après, ce sera à nous de créer nos propres informations sensibles basées sur toute la gouvernance qui a été réalisée dans un premier temps. Une fois qu'on a créé ces informations sensibles dans l'environnement, plusieurs choses. Déjà, on sera capable de quantifier cette information, donc de savoir nos numéros de carte bancaire, combien on en a dans l'information, combien de fichiers possède un numéro de carte bancaire dans mon information, où se trouve ce fichier, est-ce que c'est sur le site SharePoint de la compta, est-ce que c'est sur le OneDrive personnel d'un utilisateur, est-ce que c'est dans la boîte aux lettres d'un utilisateur dans son dossier boîte de réception. On va pouvoir quantifier et localiser cette donnée. Et dans un second temps, on pourra ensuite appliquer des règles basées sur cette donnée qu'on a su identifier. Ensuite, on va avoir tout le sujet des étiquettes. Donc, si on peut, comment on pourrait dire ça? On va voir les informations sensibles. Donc là, on va créer des règles sur des informations que l'on connaît. Les étiquettes, elles, vont nous permettre, c'est ça qui va nous permettre de classer, protéger la donnée, mais qui va aussi nous permettre de mettre des règles sur des données qu'on ne connaît pas. Du coup, comme son nom l'indique, sur les informations sensibles qu'on a créées avant, c'est que sur les informations qu'on a pu créer, sur lesquelles on connaît un pattern, on connaît un mot-clé, on sait identifier cette information. Mais il y a des données qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas su les identifier ou parce que c'est une nouvelle donnée qui va arriver. Il faut pouvoir protéger cette donnée. Et du coup, le principe revient à ce que je disais un peu plus tôt. Les étiquettes vont nous permettre de protéger toutes les données, même celles qu'on ne connaît pas. Mais c'est là que ça va être très complémentaire avec les informations sensibles qu'on a créées avant, pour éviter le cas où on aurait qu'un utilisateur, par exemple, qui se tromperait dans la classification. Il faut que nous, on puisse rattraper le coup au cas où un utilisateur, en tout cas, se tromperait dans la classification d'un document. C'est pour ça que toute la partie classification est très importante et à ne pas négliger. Les étiquettes de confidentialité côté Microsoft, ce sont c'est une fonctionnalité que vous allez avoir dans tous les documents de la suite Office et qui sont disponibles également sur d'autres outils comme les fichiers PDF, les fichiers MP4 et tout ce qui est fichiers Microsoft. Donc, vous aurez la possibilité, dès l'instant que vous déployez donc les étiquettes de confidentialité,
d'appliquer ces mêmes étiquettes à vos documents. Là, par exemple, je vous montre un fichier Word, eh bien, je vais avoir un bouton sensibilité qui va se rendre disponible avec la possibilité de classer ma donnée. Alors, cette classification peut être faite manuellement par l'utilisateur ou automatisée par l'IT. On verra après, en fonction du niveau de licence qu'on a, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire. Mais l'idée, donc, ça va être, avec nos étiquettes, de classer cette donnée, d'appliquer des règles de protection sur cette donnée et bien sûr de répondre aux règles de conformité et de gouvernance qui auront été définies. En général, dans notre environnement, on va avoir 5 niveaux d'étiquettes. Le principe ici, c'est d'avoir un modèle commun. C'est un modèle qu'on aimerait retrouver, en tout cas, un peu partout dans l'idée. C'est un peu comme la double authentification. On veut avoir un modèle commun où on veut, par exemple, protéger les comptes administrateurs, protéger nos utilisateurs et protéger tout ce qui est protocole d'authentification basique, par exemple. Eh bien, il faut qu'on retrouve un socle, un squelette commun, et ensuite, bien sûr, qui est adapté aux besoins de votre organisation. Eh bien, le principe des étiquettes, c'est la même chose. L'idée, c'est qu'on ait un socle commun qui va répondre aux bonnes pratiques de sécurité, de gouvernance, qui ensuite, on va venir l'ajuster pour répondre aux besoins de votre organisation. Et ce socle commun, il se traduit par 5 étiquettes que l'on retrouve juste là à mon écran. Donc, on aura l'étiquette publique. Comme le disait Clément, c'est une étiquette, c'est un document qui a vocation d'être partagé au plus grand nombre. Ça peut être, par exemple, une plaquette commerciale, par exemple, le webinar, le PowerPoint là qu'on vous présente, au final, il sera éventuellement en public. Donc, c'est un document qui peut être partagé en plus grand nombre. Il n'y aura aucun impact pour l'organisation si ce document tombe entre d'autres mains. Donc, voilà, c'est, on va dire, l'étiquette, on va dire, presque par défaut sur tout ce qui ne contient pas de données de l'organisation, à proprement parler. On aura ensuite le niveau 2 avec l'étiquette interne. L'objectif de cette étiquette, eh bien, ce sera de classer le document, de dire que c'est un document qui appartient à l'entreprise. Donc, alors, on n'est pas encore sur un document critique, on ne va pas avoir d'informations confidentielles à l'intérieur. L'idée, ce sera juste d'avoir un pied de page et un bas de page. Par exemple, un bas de page, vous le retrouvez là, un Microsoft Purview, c'est ce type d'information qu'on leur va mettre de manière automatique sur les documents qui vont avoir cette étiquette. Donc là, on aurait pu mettre, par exemple, Microsoft Purview, ce document appartient à l'organisation Hyperlink. Donc, voilà, une étiquette interne. Et ensuite, on va arriver sur des étiquettes un peu plus strictes. Juste avant, on n'était que sur des étiquettes qui nous permettaient d'attribuer un tag sur le document, éventuellement de mettre un filigrane, un pied de page, un haut de page, qu'importe. Et là, on va pouvoir rentrer dans l'étiquette un peu plus stricte où on va contrôler exactement qui aura accès au contenu de ce document. Et on va commencer avec la confidentielle externe. L'objectif de ce document sera de faire en sorte que lorsqu'un utilisateur va partager un document, lorsqu'un utilisateur, va avoir accès à un document, qu'il puisse définir qui sont les externes qui pourront s'authentifier et lire le contenu du document. Si par exemple, moi, je crée mon fameux document Word, je lui applique l'étiquette confidentielle externe, eh bien, je pourrais faire en sorte que seules les 40 et quelques personnes qui sont avec nous aujourd'hui puissent voir le contenu de ce document. Une personne qui ne s'est pas présentée à la réunion, par exemple, n'aurait pas accès au contenu du document. Donc là, ça va être au choix soit de l'utilisateur, soit de l'administrateur de définir qui sont les externes qui peuvent avoir accès au contenu du document. Ainsi, si le document tombe entre les mauvaises mains d'une personne, donc un externe qui n'était pas désiré ou un externe qui a son compte de désactivé demain, par exemple, eh bien, l'accès au contenu du document sera bloqué. On aura ensuite le confidentiel interne, où là, l'objectif va être de restreindre le contenu uniquement en interne au sein de l'organisation. Du coup, aujourd'hui, dans votre organisation, vous pouvez avoir des invités ou d'autres noms de domaine parce que vous avez des sous-entités dans votre organisation. Et bien là, on pourra dire ce document n'est accessible que par les utilisateurs du domaine uper-link.com. Toute autre personne du tenant qui n'est pas uper-link.com n'aura pas accès au contenu du document. Et ensuite, on aura le hautement confidentiel, où là, l'objectif sera de dire ce document ne sera accessible que par le groupe VIP de l'organisation.
Ainsi, si le document tombe entre les mains d'un technicien au support, par exemple, ce dernier ne pourra pas ouvrir le contenu du document. Si le document tombe entre les mains de la RH, si elle est dans le groupe VIP, elle pourra avoir le contenu. Si elle n'y est pas, elle n'aura donc pas accès au contenu du document. En général, c'est sur cette étiquette où on aura un certain nombre de déclinaisons avec hautement confidentiel commercial, hautement confidentiel VIP, hautement confidentiel compta. Vous voyez, on pourra avoir après plein de déclinaisons comme ça. Et donc, ces étiquettes, alors je ne l'ai pas précisé, mais on va pouvoir les appliquer à tous les documents Microsoft, aux fichiers PDF, aux fichiers MP4. On va également pouvoir les appliquer à des réunions Microsoft Teams, à des sites Microsoft, à des sites SharePoint, dans l'objectif de dire, par exemple, que tous les documents qui vont être créés dans ce site SharePoint, par défaut, ils récupéreront cette étiquette. Donc, ces étiquettes peuvent vraiment être appliquées sur tout l'environnement Microsoft, même sur vos tableaux de bord Power BI, par exemple. Donc, on va vraiment pouvoir protéger toute la donnée quand elle est dans notre environnement. Et une fois que on a créé nos étiquettes, on pourra aller encore plus loin avec les stratégies de DLP, donc de prévention de perte de données. L'idée de la DLP, c'est de pouvoir détecter une certaine fuite d'informations dans le sens où, je le disais un peu plus tôt, l'utilisateur il a pu classifier une donnée comme publique, mais il s'avère que dans cette donnée qui est publique, il y a un IBAN. Ça va être un des objectifs de la DLP de dire si un document est envoyé en dehors de l'organisation, je vais émettre une alerte. Donc ça va être la détection. Ce document a été envoyé en dehors de l'organisation, il a une étiquette publique, mais il contient un IBAN, on a un problème. Derrière, la DLP va nous permettre d'avoir une action, et donc de dire, soit j'applique une bonne étiquette sur le document, soit je bloque le transfert du document, j'envoie le document, le partage en approbation à une personne. On va pouvoir agir en fonction de ce qu'il passe. Et ainsi, ça va nous permettre à nous d'être en conformité avec tout le plan de gouvernance que l'on a créé plus tôt. Parce que du coup, effectivement, on aura, nous, créé tout notre plan de gouvernance, on aura sensibilisé, formé les utilisateurs, mis en place toutes ces règles de l'environnement, mais l'utilisateur restera quand même une des principales fuites d'informations dans l'environnement. Donc, il faut qu'on puisse se protéger en cas de mauvaise manipulation, mauvaise pratique. Et c'est à cela que va nous servir les DLP. Et donc, les DLP, ce seront une fonctionnalité qu'on va pouvoir appliquer sur tout un tas d'environnements. Donc, bien sûr, on aura tous les environnements Microsoft, Teams, SharePoint, OneDrive, etc. Lorsque notre utilisateur va envoyer un mail, va envoyer un fichier, va envoyer un message, peut-être même à travers Teams, contenant une certaine information, on va pouvoir appliquer les DLP au niveau de l'appareil Windows, à travers un agent que l'on déploie sur une machine. On pourra dire, si je partage ce document à un externe ou que j'essaye de l'upload vers un cloud tiers, par exemple sur un Google Drive, je pourrais appliquer des règles, à dire ce document, on va l'empêcher d'être imprimé, on va l'empêcher d'être copié sur une clé USB. On va pouvoir comme ça, pareil, mettre en place des règles pour protéger la donnée, même si elle n'est pas directement sur le serveur de Microsoft, qu'elle est en local sur notre machine, on va pouvoir quand même protéger cette donnée. Et ensuite, bien sûr, on aura tout ce qui va être trafic web, application SaaS, donc le fait que notre donnée, aujourd'hui, une fois qu'elle aura notre étiquette, entre guillemets, elle va être liée à notre organisation, et nous, on va pouvoir protéger cette donnée où qu'elle soit. Donc, prenons l'exemple d'un commercial qui possède un fichier Excel avec le carnet d'adresse client de l'entreprise. Bon, on a une étiquette interne sur ce fichier. Si demain, il quitte l'organisation, sur sa clé USB, il aura toujours son document carnet d'adresse. Et ça va nous poser problème. Mais du coup, comme l'étiquette du coup va lier le document à l'organisation, dès l'instant où nous, on va venir désactiver son compte, quand le commercial ouvrira le fichier sur son PC personnel, ça va lui demander de s'authentifier. Bon, son compte est désactivé, donc il ne pourra plus ouvrir le contenu
du document. Ou alors, à la rigueur, on pourrait lui laisser ouvert, mais on pourrait mettre en place des règles pour dire il ne peut pas l'imprimer, il ne peut pas le transférer, il ne peut pas le mettre sur une clé USB autre. Enfin, voilà, on pourrait en mettre en place des règles comme ça pour protéger la donnée que l'on possède ou qu'elle se trouve dès l'instant où on a appliqué toutes ces règles, bien sûr. Hein. Avant, tant qu'on n'a pas les étiquettes et la DLP déployée, ça va être compliqué d'avoir la main sur ces données, de pouvoir les sécuriser correctement. Par contre, une fois qu'on aura défini tout ça et que toutes les règles seront en place, et bien là, la donnée, on est sûr qu'elle sera protégée. Et donc, tout ça, toutes ces informations que l'on va avoir côté Microsoft Purview, vont être disponibles à travers des licences. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu la complexité des licences Microsoft, on va avoir deux niveaux de licence sur la partie protection de la donnée, ce qu'on appelle la IPP1 et la IPP2 pour Azure Information Protection, plan 1 et plan 2. Donc, comme toutes les fonctionnalités Microsoft fonctionnent en plan 1 et en plan 2, le principe est le même avec les données. Bon, pour le traduire, le plan 1, ça va être dans la Microsoft 3, le plan 2 dans la Microsoft 5. Partez du principe que si vous êtes en licence Business Premium, vous serez dans la catégorie Microsoft 3. Lorsque vous êtes en licence Microsoft E3, donc en Azure Information Plan 1, eh bien, vous aurez la possibilité de faire tout ce qu'on a vu précédemment. Là où ça va changer, ça va être sur l'affectation de ces stratégies. Typiquement, quand on va faire l'étiquetage de nos documents, et bien, lorsqu'on sera en Business Premium, en Microsoft 3 ou juste le add-on Information Plan 1, vous avez le choix de prendre juste le Information Protection Add-on en Plan 1, eh bien, l'utilisateur devra manuellement attribuer l'étiquette au document. On ne pourra pas, nous, avoir une règle pour automatiser l'attribution de cette étiquette, c'est on met à disposition l'étiquette et l'utilisateur l'attribue en fonction de sa perception. Nous, on pourrait éventuellement mettre une étiquette par défaut, mais ça ne s'arrêterait qu'à ça, une étiquette par défaut. Après, l'utilisateur, il ajuste et il met ce dont il a besoin. Si on veut de l'étiquetage automatique basé sur les informations sensibles qu'on a pu détecter, par exemple, toute information qui contient un IBAN aura l'étiquette confidentielle commerciale, et bien là, on a besoin de la licence Microsoft 5 ou du Information Protection Plan 2 dans l'environnement. Bon, je précise au cas où, mais une licence égale un utilisateur. Donc, dès l'instant où vous lui déployez la partie classification de la donnée, tout utilisateur qui est amené à traiter ces documents classés doivent avoir une licence. Hein, c'est pour répondre aux règles Microsoft. On ne met pas une seule licence pour activer les fonctionnalités. On a une licence par utilisateur. Si jamais vous avez un doute sur qu'est-ce qu'inclut votre licence, qu'est-ce qu'elle n'inclut pas, je vous conseille le petit site M365 Maps qui vous permettra de lister toutes les fonctionnalités qu'il y a au sein de votre licence. Donc, par exemple, on prend la licence Microsoft 3. Et bien, en cliquant dessus, vous allez avoir un énorme panel avec toutes les fonctionnalités qu'il y a dans votre licence. Et nous, notre objectif, après, sera de retrouver là-dedans la fonctionnalité qui contient le Azure Information Protection. Donc là, je sais qu'il est caché ici. Donc après, si je clique dessus, ça me redirige vers la doc Microsoft qui m'explique qu'est-ce que c'est. Donc on voit, je peux faire des étiquettes de confidentialité, je peux avoir un scanner que je déploie en local sur mes machines, par exemple. Si on va prendre la licence Microsoft 5, et bien là, hop, on va avoir le app, ça va être un peu plus poussé ici, où est-ce qu'ils l'ont caché? Information Protection, Est-ce que si je fais ça, il va me la retrouver? Voilà, ça là. Ici, Information Protection et gouvernance, où là, on aura les règles DLP un peu plus avancées, l'étiquetage automatique, la rétention de la donnée. Donc, on voit que, en tout cas, voilà, si vous avez un doute sur qu'est-ce que contient ma licence, quelle licence il faudrait que j'ai pour avoir telle fonctionnalité, n'hésitez pas à aller voir ce petit outil et partez bien du principe que vous voyez, là, c'est la licence Microsoft 5. On voit Purview Suite. Chaque carré que vous voyez, presque chaque cahier, en cas les titres des thèmes, on va dire, et bien tout ça est un add-on qu'on peut prendre à l'unité. Si vous ne voulez pas prendre la licence Microsoft 5 parce que vous avez déjà un MDM, vous faites déjà du MFA avec autre chose que Microsoft, vous avez déjà un antivirus, etc., bien, vous pouvez juste prendre le Information Protection and Governance add-on pour atteindre
et débloquer ces fonctionnalités. On peut tout optimiser en niveau licence Microsoft, en tout cas, pour gérer les coûts et vous permettre d'optimiser tout ça. Donc, en Microsoft 3 Business Premium, on sera sur de l'étiquetage manuel, à la limite, une étiquette par défaut, mais ça s'arrêtera là. En Microsoft 5, là, éventuellement, on pourra automatiser l'attribution des étiquettes. Sur la partie DLP, lorsque vous serez en Microsoft 3 Business Premium, vous aurez de la DLP sur tous les outils Microsoft 365, Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams. Par contre, si vous voulez de la DLP avancée avec un agent poste de travail Windows Mac, et bien là, ce sera inclus dans la licence Microsoft 5. Donc pour ça, il est important aussi, pendant la phase de gouvernance, en fonction des règles que vous voulez mettre en place, de savoir quel sera le niveau de licence qu'il vous faudra. Parce que si vous mettez en place plein de règles, mais que votre niveau de licence ne le permet pas, bien on va avoir un blocage. Donc, il faudra bien prendre en compte dans votre démarche de gouvernance de savoir, voilà, cette règle-là, on pourra l'appliquer car on aura le bon niveau de licence. Cette règle-là, éventuellement, on ne pourra peut-être pas l'appliquer car on n'aura pas le bon niveau de licence. Donc, il faut qu'on trouve une alternative ou autre chose pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais voilà, il faut faire attention à ces niveaux de licence, car ils peuvent nous réserver des surprises avec qu'est-ce qu'ils vont inclure et qu'est-ce qu'ils ne vont pas inclure. Et bien sûr, et j'aurai terminé ensuite, tout ce que l'on va déployer dans Microsoft Purview, on pourra le déployer en plusieurs étapes. Dans le sens où on pourra déjà déployer, par exemple, nos règles DLP en mode audit. L'objectif n'est pas de les bloquer, mais d'évaluer l'impact de l'organisation. Donc, moi, je vais créer ma règle qui dit dès qu'un utilisateur partage un fichier qui contient un IBAN à l'extérieur de l'organisation, je vais générer une alerte. L'objectif pour nous, ça va être de laisser, par exemple, tourner 2 semaines à 1 mois pour que toutes les routines mensuelles aient le temps de tourner. Nous, évaluer l'impact, voir, tiens, on n'a eu aucune alerte, donc en théorie, ça ne posera pas d'impact. Ou alors dire, on a eu 150 alertes parce qu'on a plein d'utilisateurs qui ont partagé des IBAN par mail. L'objectif de ce mode audit sera après d'affiner, d'ajuster les règles pour dire, tiens, si c'est la compta qui fait le partage, c'est normal. Par contre, si c'est le technicien en support qui le fait, là, c'est pas normal. Et donc là, on veut une alerte. Donc, l'objectif sera d'affiner tout ça. Ensuite, on va vouloir appliquer nos règles, on va dire, avec un avertissement. Donc, l'idée, ce sera de générer une alerte et de prévenir l'utilisateur, de lui dire attention, vous partagez une donnée qui contient un IBAN. Voilà, faites attention, vous ne devez pas le faire, vous devez le faire. Enfin, on met après le texte qu'on veut, mais l'idée, c'est de prévenir l'utilisateur. Du coup, pareil, ensuite, on laisse 1 mois. On voit si notre niveau d'alerte est toujours le même. Est-ce qu'il y a encore des choses à ajuster? Est-ce qu'il y a des besoins qu'on n'avait pas identifiés? Ça va être aussi à ça, de nous permettre d'identifier des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaissait pas au sein de notre organisation. Et une fois que cette deuxième phase est terminée, bien là, on activera nos règles en mode blocage pour dire, un technicien, il envoie un mail qui contient IBAN, je bloque l'envoi du mail. Ou alors, j'envoie en approbation, mais on n'autorise plus cette éventuelle fuite d'informations sur tous les périmètres qu'on aura identifiés, qu'on souhaitera protéger. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 1 ou 2 semaines. Ces phases d'audit sont longues, l'ajustement va être long. Pour ça, en général, on va être sur 1 mois par phase pour essayer d'être au plus juste de la réalité. Le principe après est le même pour les étiquettes. On déploie les étiquettes. Dans un premier temps, on ne met pas forcément de règles sur les étiquettes, juste on les met à disposition. On forme les utilisateurs, on leur explique à quoi ça va correspondre. Ensuite, nous, on va voir des rapports, on va savoir, on a tant d'étiquettes confidentielles qui ont été déployées, tant d'étiquettes publiques qui ont été déployées. On pourra comparer ensuite avec les informations sensibles. Est-ce qu'une étiquette confidentielle contient une information sensible et vice-versa? Et ensuite, dans un second temps, déployer les règles de chiffrement, les règles de restriction d'accès. Et ainsi, c'est pareil. On forme les utilisateurs petit à petit. On leur apprend à utiliser ce nouvel outil. Et du coup, ça va être vraiment considéré comme un nouvel outil lorsqu'on va le mettre en place. C'est beaucoup de choses que l'utilisateur ne va pas forcément comprendre au début. Donc, on leur met à disposition tout ça. On les forme, on leur explique. Et au fur et à mesure, on active les règles qui vont sécuriser, protéger la donnée.
Du coup, si on active, par exemple, la restriction d'accès à un document Day One, on peut être sûr que là, on va avoir le support qui va flamber parce que on a plein de documents qui ont été mal identifiés, mal tagués, mal autres, qui vont se retrouver bloqués alors qu'ils n'auraient pas dû, ou au contraire, des documents qui auraient dû avoir l'étiquette, mais qui ne l'ont pas eu. Et donc, c'est pour ça, on y va petit à petit, on ne se précipite pas. On va avoir tout un tas de rapports disponibles lorsqu'on va déployer les fonctionnalités. On va exploiter ces rapports. Il faut vraiment que l'objectif, c'est que toute l'organisation, tout utilisateur soit formé, à l'aise et comprenne vers quoi on va lorsqu'on va déployer toutes ces règles de protection contre, de prévention de fuite, de vol, etc., de données. Et donc, hop, voilà. Et du coup, je vais rendre la main à Victor pour conclure. Yes, merci beaucoup Dylan, merci beaucoup Clément. Je vais passer très rapidement sur ce sujet offre pour que vous puissiez avoir le temps de poser toutes les questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière nous, on est en capacité, en fonction du sujet, des enjeux, de vos ressources et des ressources que vous souhaitez avoir en accompagnement, Hyperlink est en capacité de reprendre, aborder, amorcer les sujets, en tout cas de vous accompagner. Euh, il y a 3 offres que vous voyez sous les yeux qui complètent un peu ce qui a été dit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de notre approche, on part toujours sur, nous, une analyse complète de votre tenant et de votre environnement. Ça va se faire par un audit de base, qui est un audit Zero Trust. Alors, vous voyez ici le prix que ça pourrait coûter au forfait pour un ensemble en dessous de 300 utilisateurs. L'audit Zero Trust, lui, va être une démarche qui aura pour but d'identifier votre niveau de maturité autour de votre SI et de la sécurisation de votre SI, et par conséquent définir les priorités autour de la sécurisation des postes de travail, de votre environnement, de votre infra, autour de la sensibilisation. Donc voilà, toute cette approche-là est essentielle pour que nous, on puisse affiner l'approche, le chiffrage et les actions réalisées dans le cadre à la fois de la possibilité de mettre en place un RSSI à temps partagé. En fonction de ce que l'audit va en ressortir et des préconisations réalisées, le RSSI aura la capacité et la visibilité de définir les actions qui restent à faire, et donc de définir un roadmap et par conséquent un chiffrage bien plus précis, de la même manière que pour la mise en place de Microsoft Purview. Il est important de notifier que c'est des étapes qui sont assez similaires. Dans les 2 cas, tout cela se fait via des échanges, une étude au préalable et un affinage du chiffrage. Je pense que tout a été dit. Il nous reste 5 minutes. On vous remercie du temps d'écoute. Je remercie également Dylan et Clément pour leur expertise et l'approche qui a été faite. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous invite également à répondre au questionnaire qui vous a été envoyé à l'instant. Ces 5 petites questions, n'hésitez pas à le faire, c'est très important pour nous. On anime beaucoup de webinaires toutes les 2 à 3 semaines. On a besoin d'avoir vos retours pour savoir ce qu'il y a à améliorer, la formule qui marche et les formules que vous souhaitez avoir. Voilà. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Alors, j'en vois quelques-unes dans le chat. Comment sera traité un email reçu avec une pièce jointe? Alors, il faut savoir que c'est à nous de définir la pièce jointe. Soit la pièce jointe récupérera par défaut l'étiquette appliquée au mail, soit on lui appliquera sa propre étiquette. Là, pour le coup, c'est à nous de le définir. Et pour le scan des images, pour le coup, on peut appliquer des étiquettes à des fichiers JPEG, mais on n'aura pas encore cette notion en tout cas nativement, de Microsoft qui va lire l'image, de comprendre que c'est un passeport pour lui dire c'est une étiquette, c'est un document ultra confidentiel, par exemple.
Donc, on sera que sur de l'étiquetage éventuellement manuel, mais sans notion de chiffrement et d'automatisation sur le contenu de l'image pour l'instant. Et pour les classifications avec IA, donc là, on sera sur, dès qu'on va toucher à l'IA, on sera forcément sur la licence E5, et ce sera en lien avec tout ce qui est insider risk et la DLP principalement. Et toutes les options insider et DLP seront débloquées avec l'IA. L'objectif sera de dire, eh bien, sur la DLP, si un utilisateur envoie une donnée confidentielle dans un agent IA, on bloque l'upload de la donnée ou on empêche le traitement de la donnée, mais donc ce sera intégré dans la licence E5 et c'est ce qu'on va avoir dans le Insider Risk Management principalement. Alors, petit mea culpa sur le questionnaire, effectivement, il y a eu une petite mésentente de ma part. Le questionnaire a pour objectif de comprendre très rapidement les besoins actuels que vous avez. Donc, n'hésitez pas à le remplir pour qu'on puisse situer aujourd'hui où est-ce que vous en êtes et ce dont vous avez besoin. Y a-t-il d'autres questions? Ouais. N'hésitez pas, il nous reste quelques instants. En attendant, pour ceux qui sont intéressés, qui ont déjà des contacts avec des commerciaux Pearlink, n'hésitez pas à prendre contact avec eux à la suite de ce webinaire pour qu'on puisse en discuter de vive voix. Nos collaborateurs vous rappelleront également pour connaître un peu votre retour sur le webinaire et savoir si vous souhaitiez fixer un rendez-vous avec votre contact commercial. Je me permets également de vous envoyer mes coordonnées dans le chat afin que vous puissiez me rappeler pour ceux qui n'ont pas encore de contact avec Upperlink.